Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film japonais très âpre, parfait à voir quand on est fatigué, qu'on a besoin d'une œuvre un peu méditative, posée, contemplative, pour être happé et se laisser porter. Ici, c'est peut-être le cas par L'Île Nue, sorti en 1960, ou Arakanoshima en version originale. Déjà à l'époque, l'énième long métrage d'un cinéaste japonais important, Kaneto Shindo, que j'avais découvert avec une œuvre postérieure, en 1964, si je ne me trompe pas, Onibaba, dans le domaine horrifique, je l'avais évoqué lors d'un cycle Halloween. Alors ici, rien à voir, quand bien même il y a une autre forme d'horreur, et toujours ce focus sur l'humain et les paysages autour. Au casting, il y a dans les rôles principaux des parents, deux amis, et plus qu'amis d'ailleurs, du metteur en scène. Donc il y a son épouse, Nobuko Otoa, et un pote, Taji Tonoyama, qui l'a fait jouer plusieurs fois dans des rôles secondaires, et là, c'est vraiment sa première prestation en tant que protagoniste principal. On va citer les deux autres personnages donc majeurs, parce qu'il n'y en a que 4 en tout. Les enfants, l'aîné joué par Shinji Tanaka, et le plus jeune par Masanori Orimoto, mais bon, peut-être 1 ou 2 ans d'écart à peine. Et nous sommes ici en présence d'une œuvre quasi docu-fiction, puisque très naturaliste, mais c'est quand même quelque chose d'écrit, avec des acteurs, quand bien même les figurants soient des gens qu'il a castés là où il a tourné le film, et même les enfants étaient d'un village local. Bref, on va suivre une famille d'agriculteurs qui vivent plus ou moins à l'époque contemporaine du Japon. On le voit que ça se passe dans les années 50-60, et pourtant, eux, ils sont un peu hors du temps, décalés, isolés sur une petite île, d'un archipel. Alors je vais citer l'endroit de Seto Naikai, donc peut-être très rural, et ils décident à la marge donc de continuer leur culture. Je crois que c'est de la patate douce, voilà. Et pour ce faire, ils ont besoin de beaucoup d'eau douce, ce qui est faux en vrai, en fait, c'est pas vraiment le cas, mais pour les besoins ici du scénario, de l'histoire, on va les faire ce va-et-vient incessant en barque, parce que sur l'île, il n'y a pas de source, quoi. Donc ils vont sur le continent pour récupérer de l'eau pour leurs légumes, et en plus ça permet au fils aîné d'aller faire son éducation puisqu'il va à l'école. Donc au petit matin, comme ça s'en va et ça revient, et on va voir donc ce cycle incessant de travail, de vie quotidienne, en mode très ascétisme, voilà. Et sans parole, sans dialogue, tout ceci bercé par le cycle des saisons aussi qui apparaît à l'écran. Et comme ça, pendant les 2 tiers du film, c'est juste des moments où on va voir les parents et aussi les enfants un peu travailler, le fils aller à l'école, et hop, ça se passe comme ça. Ça permet à monsieur Kaneto Shindo de filmer parfaitement donc ses décors, de perdre ses personnages un petit peu donc dans cet endroit, aussi dans cette répétition du labeur avec une photographie exceptionnelle qui joue un peu sur le clair-obscur vite fait, parce que c'est quand même très diurne comme film, de ce noir et blanc là, et on voit déjà la patte esthétique qu'il mettait en place, que j'ai découvert par la suite sur 2 de ses œuvres, dont une j'ai parlé, donc Onibaba. Et c'est assez particulier comme travail, parce que ça appelle à l'épuisement. On les voit, ces gens, ils plient, ils ne rompent pas. D'ailleurs, la façon de porter de l'eau avec les palanches, ça s'appelle, c'est un moyen de transport très asiatique d'eau, 2 seaux attachés à des extrémités d'un bambou qui plie, et on voit le dos courbé comme ça, les deux, les acteurs ont vraiment souffert en fait, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Cette idée d'être fourbe, de faire ça, et parce que c'est leur envie, c'est leur vie, tout simplement, et le film répète cela à l'épuisement, jusqu'à un certain point où il va y avoir une bascule, un peu inattendue, parce que là, tu te laisses porter, tu te dis, il va vraiment aller au bout de son idée, et tout. Mais à un moment, quand même, il va basculer pour en fait faire revenir encore plus derrière, de façon encore plus brutale, ce quotidien, cette routine. Et c'est assez exceptionnel comme idée de cinéma, quand bien même, justement, quand tu es fatigué, parce que je l'ai vu à cet instant-là de ma vie, bon, comme ça arrive, des fois on dort moins bien, on a pas mal de choses à faire, donc à un moment, voilà. Et bien oui, tu le sens, toi, spectateur, le temps qui passe, c'est un film qui joue sur ça, sur cette idée de cycle temporel quotidien et tout, donc tu te sens clairement épuisé,
En plus, quand tu l'es, fatigué de base, c'est parfait en fait, hein, ces gens sont déjà épuisés par la vie d'une certaine façon, par cette idée comme ça, voilà, redondance absolue, et il va loin dans cette idée-là, parce qu'en fait, il y a plusieurs séquences qui reviennent tout le temps. Alors le côté, voilà, on parle pas, on bosse, on avance, et on insiste. C'est très intéressant parce qu'on peut imaginer quand même une famille comme ça, à des moments où on va discuter de tout et de rien, comment c'était à l'école et tout, mais il ne va pas le montrer ça. On n'entendra pas un mot prononcé par ces gens. Donc, à un moment des cris, des souffles, voilà, parce qu'à un moment c'est fatigué et fatigant et il va se passer des choses quand même. Enfin, au moins une chose. Je ferai une mini zone spoiler pour la bascule, allez, je la ferai. Bon, parce que déjà Kaneko Shindo voulait faire ça. Hein, c'est le travail naturaliste des choses, pour montrer à quel point ce dur labeur de paysan, en fait, c'est pas drôle, mais vous voyez comment ça fonctionne, comment transmettre à l'écran la difficulté du truc, et parce que c'est un fan du cinéma muet. Alors il a commencé sa carrière dans les années 40, donc déjà probablement dans le parlant, très certainement, j'ai pas vu ses films d'avant, donc je sais pas s'il avait déjà fait un autre film plus ou moins dépouillé ou dénué de dialogue, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas il a déjà touché à l'idée de la docu-fiction, enfin fiction, mais très proche de la réalité, du réalisme, notamment avec un film qui s'appelle Les Enfants d'Hiroshima, dont j'ai déjà entendu parler, mais j'ai pas vu, qui était même une commande à l'époque un peu éducative, avec 7 ans je crois après, hein, les drames donc de Hiroshima et Nagasaki, là c'était Hiroshima, pour le focus principal. Donc il y a quelque chose de logique là, et ce drame permanent du quotidien, un drame simple, mais en même temps, des gens qui la vivent, cette tragédie, et cette tragédie de nos yeux, nous, ou des yeux des citadins japonais à qui ils voulaient montrer le film, peut-être, c'était leur routine, et quelque part, ils voulaient la vivre, cette vie. Ils n'avaient peut-être pas le choix, ou ils voulaient la vivre, mais en tout cas, ils la vivent. Et c'est terrible de voir ça. Et forcément, à un moment, ça confine à un moment, tu te dis, t'as envie que ça s'arrête, mais tu veux pas que ça s'arrête. C'est ce que j'ai ressenti avec ce film, en fait. C'est assez intense. À un moment, il y a ce qui va se passer, qui pas te réveille, mais quasiment indirectement, qui te sort d'une forme de torpeur pour te plonger dans une autre torpeur d'ailleurs, comme quoi, voilà. Et je voulais mettre aussi l'accent sur la musique. Alors, c'est là où je suis ambigu sur le film, qui est exceptionnel sur pas mal de points, mais mon ressenti avec celui-ci me fait dire que quel choix j'aurais fait. Alors, vous savez, à chaque fois qu'on voit un film, hein, et je pense que ça vous arrive à toutes et à tous, on devient un cinéaste, on se dit quel choix, tiens, j'aurais fait autrement, tiens, ce choix-là est intéressant, pourquoi il l'a fait, pourquoi elle l'a fait, etc. Et moi, j'aurais... Bon, bon, c'est comme ça, ça arrive. Après évidemment, on s'incline devant cet art-là quand il est fait comme cela. Mais donc, la composition de Hikaru Hayashi, qui est exceptionnelle, prise à part, et à certains moments, je me suis dit, waouh, elle est peut-être trop là. À un moment, tu as envie vraiment que ce soit du silence. Elle est vraiment là, mais il y a des moments où il n'y a pas la musique. Donc là, il y a vraiment un choix fait. Alors, c'est toujours le même thème qui est décliné en 4 sections, je crois, parce que j'ai vu sur l'album, enfin, la BO du film est disponible sur certaines plateformes de streaming. Il y a 4 morceaux, dont un morceau qui est dramatique sur la dernière partie. Et cette idée, donc, c'est bizarre, parce qu'à certains moments, tu as presque l'impression d'une forme de joie de vivre dans la composition, quelque chose de folklorique traditionnel, qui va évidemment avoir des tons plus sombres à certains instants. Et tu te dis, mais ce genre de film-là, si je l'avais fait dans l'idée de Kaneko Shindo, j'aurais pas du tout mis de musique. Mais en fait, le fait qu'il en ait mis rend l'idée de la fiction, là, pour le coup. C'est un choix que je questionne là, j'ai pas de réponse à donner. Mais voilà, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice ou l'eau au moulin en commentaire, je vous laisse le choix et la possibilité surtout de le faire. Mais dans cette idée-là, c'est assez fou parce que c'est un choix totalement drastique, global, de toute façon, de faire un film comme ça. D'ailleurs, il a coproduit le film, il a mis un petit peu ses économies, la société de production de l'époque était plus ou moins en faillite, donc c'était un gros pari, ça a fonctionné, le film a marché, donc ça a pu permettre d'autres choses derrière, et beaucoup de gens ont vraiment cru, tant c'était bien fait, que ces gens-là étaient de vrais paysans, sauf que l'actrice, il l'avait vu ailleurs, mais en fait, peut-être ils avaient oublié. Taji Tonoyama ayant eu des rôles secondaires, finalement, ça aurait pu être imaginable. Mais vraiment non, en fait c'est vraiment un acteur et une actrice qui ont bossé leur rôle et qui se sont complètement enfermés dans celui-ci parce qu'ils ont souffert pareil que leur personnage. Et donc on voit les gestes, c'est intéressant aussi de voir comment ils filment les actes, les gestes, et de voir ces enfants qui tantôt s'amusent, tantôt vivent aussi, voir ce que les parents font, l'aîné qui va
donc à son école, il semble avoir des amis, hein, il revient, il repart, il aide aussi, etc. Et des moments un peu familiaux, on les voit, notamment quand ils prennent un bain, il y a quand même ces idées-là, mais ça ne parle pas. Et à un moment, il y a la mère qui prend une baffe de la part de son mari, alors c'est très très dur. Ouais. Alors quel est le message derrière, après je ferai la zone spoiler si vous voulez, de Kaneto Shindo, quel est le questionnement sur ce Japon de l'époque? Parce que pour moi c'est un film hors du temps, mais c'est un film qui passe le temps. Déjà qui étire le temps, donc je l'ai expliqué sur le côté cyclique, y compris d'ailleurs sur l'idée d'une année, et cette idée de barque, où c'est presque une machine à voyager dans le temps, hein, ce moyen de transport. Vous êtes sur l'île rurale japonaise, ça pourrait être au 19e, peut-être pas 18e, mais on va dire au moins 19e siècle, pas de souci. Vous passez cette barque, vous traversez donc cette étendue maritime pour aller sur le continent où on voit que c'est industriel, enfin que c'est moderne avec l'école. Quand bien même cette barque, elle soit motorisée, hein, il me semble, hein, donc il y a aussi, ils n'ont pas totalement rejeté la modernité, déjà parce que ils balancent le gamin à l'éducation, donc ils veulent peut-être qu'il fasse autre chose plus tard. Je ne sais pas si l'éducation est obligatoire, j'en sais rien, mais voilà. Et ils acceptent cette idée-là, et puis de toute façon, ils y vont au continent, ils ont besoin de cette eau potable, qui vient de toute façon de quelque chose plus ou moins, peut-être qui a été traité industriellement, j'en sais rien. Donc c'est passionnant ça, mais c'est vrai qu'il y a une idée de... On est dans deux Japons là, mais qu'est-ce qu'il veut montrer ici, Kaneto Shindo? Les limites Japon contemporain, je ne pense pas trop. Le retour à la Terre et tout, peut-être, mais en tout cas, montrer qu'il y a des gens qui survivent et qui vivent ainsi encore. Voilà. Peut-être un regard juste contemplatif et pragmatique des choses. Je ne sais pas quels étaient ses idéaux, ses pensées, mais en tout cas, l'importance du travail et du labeur, je pense qu'il voulait quand même le montrer. Donc spoiler, allez, à un moment, on s'y attend presque pas, parce que franchement, film dénué d'une intrigue globale à part donc du quotidien, à un moment, le fils aîné va mourir, il va tomber malade, et il meurt. Bon. Alors d'ailleurs, un moment d'urgence qui se met en place, là, la musique fait tout son sens, y compris sur le drame qui se met en place, et pourtant il y a des moments de silence aussi sur ces instants. On voit là les parents, enfin surtout le père qui s'active, on va chercher peut-être un médecin, un médicament, c'est trop tard, il meurt assez rapidement. La mère dévastée, qui pousse un cri, qui arrache tout, se dit, ah ça y est, hein, là, ça a tout changé. Pas du tout. Quelques scènes après, à peine, hop, on reprend le travail. Pas comme si de rien n'était, non. Parce que la souffrance, elle est là. Une souffrance s'ajoute à la souffrance, mais on reprend le rythme quotidien du boulot, parce que c'est ça leur vie. Et en fait, tu te dis, est-ce que c'est pas trop écrit, le drame et tout? Mais non, cette idée de mettre quelque chose là, qui est très vite expédié dans la diégèse tragique du rebondissement de ce film, pour montrer que de toute façon derrière, le plus important, c'est que la vie continue et qu'on n'a pas le choix. Il reste encore un enfant à élever, on va tout donner pour lui, nous les parents, et donc même si on gardera la mémoire du fiston disparu, d'ailleurs ses camarades qui viennent en barque pour un hommage et tout, ça me fait penser qu'avant on a une scène aussi un peu de fête du village, enfin, quand même le côté folklorique local qui est montré, un peu comme ça. Mais du coup, on voit cette communauté, hein, même s'ils ne sont pas dans la communauté, ils y sont. Ne serait-ce que les gamins, les potes de classe viennent rendre hommage à l'aîné. Ils font partie de cette communauté du microcosme quand même, parce qu'en plus ils vendent leurs produits à un moment sur le continent. On voit ça. Et à un moment aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est intéressant, on les voit plus ou moins dans la petite ville à côté, proposer à leurs enfants des petits divertissements modernes, tranquilles, en famille. Donc ils ne les retirent pas complètement de la civilisation. Il les prépare, ne serait-ce que par l'école, par ce travail, pour offrir peut-être aux plus jeunes finalement une autre chance. Donc il y a quelque chose d'assez ambigu que j'aime là-dessus. C'est-à-dire qu'ils bossent, mais ils n'en sont pas non plus en mode « vous ferez comme moi les gamins, vous ferez comme nous, hein, vous prendrez la suite ». Pas forcément. Là-dessus, il y a un vrai questionnement qui m'intéresse, en tout cas. C'est pour ça qu'ils ne rejettent pas, je pense, le côté modernité du Japon. Ils le questionnent. Ils questionnent justement la transition de ce Japon-là, avec deux Japons qui se connectent, mais du coup, il y a quand même encore des drames. Il y a toujours cette idée de dur labeur que peut-être certaines personnes ont oublié dans les années 60. Moi, je ne sais pas. Je ferme la zone spoiler. En tout cas, voilà un film intéressant, passionnant, dur, intense, à vivre intensément aussi. Il faut s'accrocher, il faut se laisser porter et prendre le temps de regarder le temps qui passe ici et de ce qui se passe pas aussi, mais tout se passe. Ça fait partie de ces films. En plus, récemment, rien à voir, mais sur le papier, quand même, j'ai revu Goodbye Dragon Inn, un film taïwanais exceptionnel, où il ne se passe rien, mais il se passe tout. L'histoire d'un cinéma qui ferme, dernière séance. Techniquement, intrigue zéro, mais il se passe beaucoup. La vie, il se passe des choses, des interactions, des noms d'interactions et tout. Ben là, c'est pareil, mais
complètement à part, hein, dans un monde plus rural et tout. Sur le papier, les gens diraient, on s'ennuie, il n'y a rien là. En fait, il y a tout, il y a la vie, tout simplement. Bon, voilà. Mais bon, il se passe un truc à un moment quand même. Hein. Donc, si vous voulez voir ce film, dites-vous qu'il va se passer un truc quand même à un moment. Bon. Et on revient toujours de toute façon à, entre guillemets, l'essentiel. La vie par la survie aussi, mais la vie avant tout. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de l'île nue et du cinéma au sens large, de Kaneto Shindo, hein, évidemment, Onibaba, mais j'ai aussi vu, mais j'en ai pas parlé, son film Kuroneko, qui est un autre film un peu horrifique, voilà, et qui est fort bien, tout simplement. Mais bon, à vous la parole, donc déjà sur l'île nue et le reste, et je vous dis à la prochaine. Ciao.